Ça y est, on y est, l'automne pointe le bout de son nez et pour certains, hélas, c'est un peu aussi l'automne au travail. On réalise que notre quotidien nous pèse de plus en plus et qu'on va travailler à reculons. Alors si ces mots résonnent pour vous, je vous recommande chaudement, chaleureusement le Parcours Chance, le sponsor de cet épisode, parce que la vie est trop courte pour la perdre dans un travail qui ne fait plus de sens pour vous. Je vous en parle depuis un moment. Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. On a vraiment d'excellents retours des auditrices et des auditeurs de Métamorphose qui ont fait le Parcours Chance. En 3 mois, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment, repenser votre travail avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. Et ce que j'aime particulièrement chez Chance, c'est la force et la présence de leur communauté d'entraide. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Enfin, dernier détail non négligeable et qui devrait vous aider à sauter le pas, le parcours est 100% finançable grâce au CPF, votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à vous mettre en action. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Comment et où bien vivre sa vieillesse dès lors que la fragilité et la solitude rendent difficile le fait de vivre seul chez soi? Pourrait-on se rapprocher pour s'aider les uns les autres, tout en restant chacun chez soi, continuant ainsi de vivre libre, tout en étant utile aux autres, en aimant et en étant aimé? Psychologue, spécialisé dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, mon invité du jour se bat au travers de ses livres et de ses nombreuses contributions pour transmettre son expérience et participer au changement des attitudes, notamment face à la mort, la fin de vie. Le livre dont nous parlons aujourd'hui, paru aux éditions Fonds Versilio, est né de sa rencontre avec Christian Robet, cofondateur du mouvement Béguinage solidaire, qui œuvre pour le mieux vieillir en proposant l'engagement dans un projet de vie s'appuyant sur l'habitat groupé. Je suis ravie de recevoir dans Métamorphose Marie de Henzel. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, on avait déjà parlé du sujet, que vous êtes une grande spécialiste et connue en France pour le sujet aussi de la vieillesse, de l'accompagnement en fin de vie. Je le disais dans l'introduction. C'est un peu la suite quand même, cet ouvrage, de la réflexion avec ce nouveau livre, Vieillir solidaire, chez soi, mais avec les autres. Là, j'en partage. D'une certaine façon, oui, parce que parmi les préoccupations des personnes qui souhaitent vraiment bien vieillir, oui, il y a la question de où vieillir. Bien sûr. Surtout si on devient effectivement plus fragile et plus vulnérable. Dans cette mesure-là, oui, c'est un peu la suite. Mais c'est aussi, je dirais, le fruit d'une rencontre. Parce que je n'avais pas pensé du tout écrire là-dessus. Et puis, c'est une de mes amies qui m'a présenté Tristan Robet en me disant « Écoute, il faut que tu le rencontres, il a un projet formidable. » Je l'ai écouté et j'ai tout de suite senti que son projet était original. Parce qu'il y a d'autres projets d'habitat partagé. Mais il y a une originalité dont on parlera certainement. Bien sûr. Et qui fait que je me suis dit, au fond, cet homme n'est pas connu. Je vais mettre ma notoriété à son service. Et je lui ai proposé qu'on fasse un livre ensemble. Voilà, c'est chose faite. Effectivement, ça le met vraiment en lumière. D'ailleurs, il dit, je le cite, « La valeur ultime d'une civilisation se mesure à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles et aux plus vulnérables. » Est-ce que vous êtes d'accord, évidemment, avec ça ? Bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est ça. C'est d'ailleurs un gros souci aujourd'hui, parce que on parle beaucoup de l'agisme, oui, c'est-à-dire finalement de l'exclusion des vieux. C'est quelque chose qu'on voit partout. Et on sait aussi que
notre gouvernement en France, enfin nos gouvernements successifs, parce que c'est 3 présidents de la République qui ont renoncé à cette fameuse loi grand âge, qui aurait permis, sur 10 ans, de mettre les moyens qu'il faut pour assurer à tous les Français un vieillir digne. Or, ça n'a pas été considéré comme une priorité. Je trouve ça extrêmement grave, parce que nous sommes, les plus de 60 ans, nous sommes quand même à peu près 30% de la population française. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas mettre les moyens qu'il faut pour qu'un pourcentage aussi important soit assuré d'avoir les moyens de vieillir dignement? Alors ça, d'autant plus qu'il y a eu effectivement des scandales récents sur le sujet. On ne va pas revenir sur le détail, tout le monde est au courant. Mais beaucoup de personnes, vous le dites, ont peur de finir en EHPAD, des parcs à vieux. Oui, c'est un peu... Voilà, on le dit de manière un peu cash comme ça. On le dit de façon un peu cash, et c'est vrai que il ne faut pas faire de l'EHPAD bashing, parce que je sais qu'il y a aussi des EHPAD dans lesquels il y a vraiment un souci d'être humain. Des EHPAD souvent qui ne sont pas des EHPAD privés, qui sont des EHPAD associatifs, qui sont des EHPAD en milieu rural aussi. Donc je pense qu'il faut faire attention de ne pas mettre tous les EHPAD dans le même panier. Mais c'est vrai que ce livre, Les Fossoyeurs, a révélé quelque chose qui fait mal. C'est-à-dire toute une génération qui, au fond, a renoncé à s'occuper de ses parents, en les prenant chez soi, comme on le faisait autrefois, et qui s'est déchargé sur des institutions. Alors, parmi ces institutions, il y en a qui sont maltraitantes, il y en a qui font de l'argent sur le dos des vieux, et puis, évidemment, il y en a d'autres qui sont plus humaines. Mais comme on ne sait pas où on va atterrir, je crois qu'il faut quand même, là, se réveiller. À quoi aspire justement cette génération-là en termes de fécondité, de vieillesse ? C'est une génération qui d'abord, elle va vivre quelque chose qui est une inconnue. Il faut le dire, vieillir, c'est une inconnue. Moi, j'aime bien cette vieille dame de 90 ans qui disait ça. C'est une inconnue et en même temps, alors tout se délite, bien sûr, et en même temps s'ouvre un espace de grâce. Cette phrase, elle est extraordinaire parce que c'est ça qu'on découvre en vieillissant. Donc, qu'est-ce que c'est que cet espace de grâce ? Quelque chose qu'on n'a pas vécu plus jeune, et qui pose aussi la question de quel sens ça a d'être encore en vie à 90 ans, à 95 ans. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres ? Qu'est-ce qu'on peut encore apporter à la société ? Qu'est-ce qu'on peut transmettre ? Donc ce sont toutes ces questions, évidemment, qui occupent les personnes. Elles n'y avaient sans doute pas songé avant. C'est des questions qu'on se pose au fur et à mesure que l'on vieillit, parce que quand on parle de vieillissement, quand même, il y a 3 âges, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est bien de le redire, peut-être de oui, le parce que redonner, les gens, bien sûr. Oui. on est déjà dans sa jeune vieillesse, entre 60 et 75, c'est ce qu'on appelle le 3e âge. Ensuite, il y a le 4e âge, de 75, et moi je suis dedans, 75 à 90, et puis ensuite, au-delà, le grand âge, bien sûr, 90 ans, et puis parfois, regardez Edgar Morin, plus de 100 ans. Ou Annick de Souzenel. 101, je crois. Oui, voilà. 101 ans que j'ai eu la joie de recevoir dans cette émission. C'est vrai que quand on parle, puisque vous parliez des mots, le mot vieux n'est pas tabou. Quels sont les bons mots, en fait, pour parler de la vieillesse, justement ? Quels seraient les bons mots ? Alors, il y a toujours un débat, parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. C'est vrai, il y a des personnes qui ne veulent pas employer le mot vieux, qui pensent qu'il est trop négatif, qui préfèrent donc les personnes âgées, les seniors. Moi, je fais partie des gens qui ont décidé d'assumer ce mot, parce que je ne trouve pas que ce soit un vilain mot. Il désigne effectivement un âge, mais je me dis que si ma génération n'assume pas ce mot, en montrant justement que l'on peut vieillir bien, que l'on peut faire de son vieillir une expérience, les 3 mots que j'emploie beaucoup dans heureuse, féconde, intéressante. Si nous n'assumons pas ça, on va continuer à être dans l'agisme. On n'osera pas employer le mot. Donc, moi je trouve, assumons-le et montrons
que nous vivons certes des choses différentes. Bien sûr, on ne vit pas la même chose. Moi, je ne vis pas à mon âge ce que je vivais il y a 20 ans, ni à 40 ans, bien sûr. Mais ce n'est pas moins intéressant, au contraire. Bien sûr. Vous avez entendu parler d'ailleurs récemment Sophie Fontanelle, que j'ai reçue dans ce podcast et qui a écrit ce livre admirable où elle parle des rides, en disant arrêtons avec l'invisibilité des femmes. Voilà, elle a un peu plus de 60 ans, donc elle est dans cette première tranche que vous avez citée. Et elle dit on n'a pas de rôle modèle, de modèle. Et je lui ai dit dans l'interview, si, il y a Marie de Henzel, justement. C'est important qu'on ait ces rôles modèles. Peut-être, oui, parce que effectivement, mais enfin, je suis pas la seule, parce que, bien sûr. Vous voyez, j'ai rencontré il y a 2 jours, je suis allée à un cocktail pour le lancement de son livre, Macha Merrill, Oui. qui est plus âgée que moi, elle a 83 ans, Macha Merrill. Elle est aussi tout à fait extraordinaire. Et Macha Merrill, elle n'a pas recours à la chirurgie esthétique. Elle est elle-même. Et elle fait partie de ces femmes qui pensent aussi que, certes, on se ride, mais ça n'empêche pas d'être radieuse. J'aime bien vous savez, ce défi, ridée ou radieuse. Ridée et radieuse. Oui, il n'y a pas d'antagonisme. Non. Alors vous parliez des jeunes tout à l'heure, peut-être qu'on peut un peu revenir dessus parce que vous dites que ça n'ira plus de soi comme c'était le cas dans d'autres générations. Comment les jeunes et les personnes âgées et les personnes plus vieilles peuvent s'aider mutuellement? Comment est-ce qu'on peut essayer de retrouver ce lien ou à votre avis il est quand même un peu perdu aujourd'hui? Alors c'est vrai que si on se promène dans un EHPAD, vous allez voir des vieux qui ne parlent pas aux autres, très rare. Ils sont seuls avec eux-mêmes, ils s'ennuient. Ils sont devant la télé. Il n'y a pas d'échange. C'est rare que dans un EHPAD, on crée de l'échange entre les vieux. Parce que peut-être que ça ne s'improvise pas non plus à 90 ans. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place suffisamment tôt. Cette solidarité intragénérationnelle entre personnes de la même génération. Il faut avoir des occasions de se parler. Et pas de la pluie et du beau temps. Il faut parler de soi, de ce qu'on vit, de sa vie, de ce qu'on a appris dans la vie, de sa sagesse de vivre, de tout ce qui fait la spécificité de cette expérience du vieillir. Et quand on partage, eh bien, on devient des amis. Moi, c'est l'expérience que j'ai depuis 15 ans en animant ces groupes de parole sur l'aventure de vieillir pour des personnes entre 80 et 100 ans. Et je me dis, mais c'est extraordinaire ça, et c'est ça qu'il faut... Et c'est d'ailleurs ce que Tristan Robé a mis en place aussi, chez ceux qui postulent à un béguinage solidaire. Se parler, faire connaissance, de façon à créer un lien qui fait qu'on va être solidaire, on ne va pas s'abandonner les uns les autres. Parce qu'effectivement, la solidarité intergénérationnelle, et moi, je la constate avec beaucoup de tristesse. Quand je me promène et que j'entends, elle est en train de s'effriter. Il y a beaucoup, si vous saviez le nombre de personnes qui n'ont plus d'enfants, qui les appellent, qui viennent les voir, qui se sentent quasiment abandonnées. Il y en a de plus en plus. Donc, ça fend le cœur. Mais ça fend le cœur, absolument. Et ça, je pense qu'on ne va pas revenir en arrière. Voilà, c'est une sorte d'évolution qui est liée, il y a des tas de raisons à ça, bien sûr. Le fait que les enfants, quelquefois, ont un travail qui est loin, n'habitent pas au même endroit, ont des vies pas faciles aussi. Donc, je ne sais pas mais en tout cas, c'est un constat. Et face à ce constat, je me dis, il faut absolument qu'on se soude les uns les autres. Il faut se souder, il faut s'aider. Et on ne s'aide que si on devient des amis. Alors ça, évidemment, on va en parler avec le béguinage solidaire. Avant d'y venir, peut-être comprendre en quoi la perte d'autonomie est liée aussi à la perte d'estime de soi. Vous citez d'ailleurs Primo Levi, je crois, à ce sujet. Oui, je pense que si on garde l'estime de soi, d'abord, si on pense que ce qu'on vit a du sens, est intéressant, on se redresse aussi. Regardez, il y a des personnes qui justement sont droites. Si on perd l'estime de soi, qu'on a l'impression que plus personne ne s'intéresse à soi, que tout est derrière soi, on se courbe,
on regarde ses pieds, on tombe, on chute. La chute est l'entrée dans la perte d'autonomie. Donc il y a entre l'intériorité et l'extériorité, je dirais, un rapport direct. Si on se dit, ça vaut le coup ce que je vis, je reste la personne que je suis. Hein. Donc on garde cette estime de soi. Quelque chose se traduit dans le corps aussi. Et aussi peut-être dans le souci de soi. On va faire peut-être plus attention. Alors que quelqu'un qui se dit, voilà, je ne sais pas pourquoi je suis encore là, ne va plus faire attention. Oui, bien sûr. J'ai lu d'ailleurs une recherche récente en neurosciences, c'est exactement ce que vous dites, mais parfois c'est intéressant d'avoir la science qui nous conforte ça, qu'une posture avachie, ils le disent aussi notamment pour les jeunes devant les écrans, que le corps entend le message de tristesse, de détresse, et donc va nourrir ça au niveau peut-être de certaines maladies ou de dépression dans la psyché. C'est vraiment intéressant. Alors c'est très intéressant. Une posture redressée, effectivement, donne l'élan de vie. Oui, c'est très intéressant. Il y a vraiment un rapport, ce rapport entre le corps et l'esprit m'a toujours passionné. Effectivement. Je crois qu'on peut beaucoup, finalement, si on cultive aussi un esprit de jeunesse. Ça ne veut pas dire chercher à rester jeune. C'est pas ça du tout, mais c'est rester jeune de cœur et d'esprit, puisque c'est ça qui peut rester jeune. D'ailleurs, il y a eu un très beau texte, je pense à ça récemment sur les réseaux sociaux, de Clint Eastwood, je crois. Je ne sais pas si c'est un faux ou pas, mais il dit « Ne laissez pas rentrer le vieux ». Vous l'avez lu ? Oui. Évidemment. Oui, je l'ai lu. Et vous savez qu'il y a une phrase d'un théologien juif, Rabbi Nachman, et c'est d'ailleurs Bertrand Vergely qui me l'avait fait connaître, cette phrase, qui dit « Il est interdit d'être vieux, mais pas interdit de vieillir ». C'est-à-dire que pour lui, être vieux, c'était être triste, désespéré, amer. Donc dans ce sens-là, oui, interdit d'être triste, désespéré, amer, mais pas interdit de vieillir. Voilà, Clint Eastwood, c'est ce qu'il dit. Il dit dès que je sens la critique qui arrive, je deviens un peu critiquable avec les générations plus, etc. Il dit la même chose. C'est vraiment très chouette ce texte. Peut-être qu'on le republiera à l'occasion de votre interview. Et puis du philosophe que vous avez, du théologien que vous venez de citer. Alors, sur justement le béguinage solidaire, quelle est l'origine du mot béguinage ? D'où ça vient, les béguinages ? Ça vient du Moyen-Âge, en Hollande, dans les Pays-Bas, en Belgique aussi. Vous savez, il y a le béguinage de Bruges, le béguinage de Gand. C'était en fait des femmes, généralement veuves, qui se réunissaient pour vieillir ensemble. Alors au béguinage de Bruges, on voit que chacune avait sa maison, côte à côte, autour d'une église. Le principe était chacun est chez soi et en même temps partage une activité qui à l'époque évidemment était une activité spirituelle, c'était autour de l'église, du jardinage. Et je crois que ça vient de là, c'est-à-dire vieillir chez soi et en même temps avoir des activités communes avec une petite communauté. Donc c'est tiré de là. C'est tiré de là. Alors, quelle a été l'idée, justement, de Tristan Robet, Alors, Tristan Robet, d'abord, il n'est pas le seul à avoir monté à des béguinages. Il y en a d'autres. Mais le béguinage solidaire. C'est ça. C'est ça. C'est intéressant. C'est-à-dire que son idée, il s'est dit, au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet de vie que les personnes peuvent avoir quand elles se posent la question de leur habitat, qu'elles sentent qu'elles peuvent devenir plus fragiles. Et il s'est dit, je ne suis pas un bailleur, je ne suis pas quelqu'un qui loue des appartements, mais je voudrais au fond, créer des lieux dans lesquels ils puissent être chez eux et en même temps avec les autres. Donc, le principe, c'est d'acheter effectivement des lieux qui permettent par exemple une vingtaine de logements, où les gens, c'est pas des chambres, c'est des appartements, des petits appartements. Les gens sont chez eux, ils ont leur cuisine, et en même temps il y a un espace commun qui permet de se retrouver.
Et c'est ce qu'il appelle le tiers-lieu. Comme chez les étudiants, finalement. Un petit peu. Oui. Les étudiants ont ça souvent. Oui. Alors, donc, ce qui est intéressant et original, c'est que s'il était seulement un bailleur, il créerait ça, et puis il y a des gens qui candidateraient, à qui il louerait ses appartements. Mais il s'est dit, moi, je ne suis pas un bailleur, je suis quelqu'un qui met en place un projet. Donc, les gens qui candidatent à un béguinage s'engagent sur ce projet et s'engagent à se réunir pendant les travaux, au moins une fois par mois, peut-être pendant 1 an, 2 ans, ça dépend le temps des travaux, pour faire connaissance, pour décider ensemble de ce qu'ils vont vivre ensemble, quelle est la part de ce qu'ils vont partager, pour mettre en point la charte aussi, de se vivre ensemble. Et là, c'est ça qui est très original. Et parce qu'ils apprennent à faire connaissance. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, vous voyez, c'est ce qui m'a décidé à faire ce livre avec lui. C'est que quand j'ai posé la question aux futurs habitants de Valognes, qu'est-ce que vous ferez le jour où l'un d'entre vous perdra son autonomie? Parce que tout le monde est autonome en arrivant, mais on peut la perdre, un peu ou beaucoup. Tombe malade et mourant, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous l'enverrez dans un EHPAD, dans un hôpital? Tous ont répondu non. À partir du moment où nous faisons communauté, où nous sommes des amis, on ne va pas abandonner celui qui devient plus fragile. On le garde. On s'appuie bien sûr sur les services de soins à domicile qui existent, l'HAD, les soins à domicile, les soins palliatifs à domicile, mais nous assumons l'accompagnement humain, c'est-à-dire venir voir la personne, prendre un repas avec elle, lui lire quelque chose, regarder un film avec elle, l'emmener dans le jardin. Tout cet accompagnement humain qui fait qu'on peut rester chez soi alors que l'on est malade et même mourant, puisqu'on a les soins à domicile, et que ce qui est important, c'est l'accompagnement humain. Et ça, quand il m'a dit ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit ça je ne l'ai jamais entendu ailleurs. Vous voyez, d'aller jusque-là, sur cette solidarité qui est une solidarité qui va jusqu'au bout. Oui, comme on le ferait avec des amis qu'on a connus de toujours. Bien sûr. Oui, c'est ça, en réalité. Oui, vous ne laissez pas tomber quelqu'un, un ami. Bien sûr, on est solidaires. Et c'est pour ça que... Et puis alors, vous savez, statistiquement, quand même, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir que sur 20 personnes dans un béguinage, les gériatres nous disent que statistiquement, il y en a 4 qui peuvent perdre leur autonomie. Donc ça veut dire 16 qui peuvent se relayer auprès des 4 qui perdent leur autonomie. Ah oui, c'est intéressant ça aussi. Oui, c'est pas tout le monde qui va perdre son autonomie. Mais non, regardez, moi je connais mon ex-mari qui a 95 ans, avec qui mon voisin à l'Île-Dieu, il est parfaitement autonome. Donc vous avez des tas de gens de plus de 90 ans qui sont parfaitement autonomes et qui peuvent assumer cet accompagnement humain. Et d'où l'importance de se connaître, et ça c'est aussi fondateur pour le projet, de rentrer en amitié avant, parce que c'est vrai que ce dont on a peur dans l'habitat partagé, c'est le mouton noir, ou les moutons noirs, vous le dites bien dans le livre, c'est une personne qui d'un seul coup serait autoritaire, prendrait le pouvoir, mettrait le bazar dans la communauté. Alors, le fait de se réunir en amont fait que ces personnalités-là, elles sont tout de suite repérées. Et elles-mêmes d'ailleurs, elles sentent que ça ne va pas le faire. Elles se retirent d'elles-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au fond, alors que si les gens arrivaient sans s'être préparés, bien sûr, il y a toujours des moutons noirs. Bien sûr, on est tous des moutons noirs d'ailleurs. Non, mais là, ce que j'ai trouvé, vous voyez, c'est cette intelligence du vieillir. C'est-à-dire des personnes qui savent bien que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui ne pensent pas pareil. Tout le monde ne pense pas la même chose. Des gens très différents. Mais il y a une sorte... Ça fait peut-être partie de la sagesse de l'âge que d'être plus tolérant, de se dire, oui, tout le monde ne pense pas pareil, tout le monde n'a pas les mêmes habitudes. Mais voilà, du moment qu'il y a cette acceptation des différences,
ça se passe bien, finalement. Oui, puis on peut se dire qu'il y a moins d'enjeux. Voilà. On se dit, après tout... Il y a moins d'enjeux, voilà. absolument. Ouais. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une forme de mixité, qui peut être une mixité peut-être d'âge, parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes âges tout à fait, et puis sociale. Voilà, il y a une mixité d'âge. Il y a des... Là, par exemple, ça va de 65 ans à Valognes jusqu'à 92 ans. Donc, il y a une grande mixité d'âge, effectivement. Sociale aussi, hein, bien sûr. Mais ce sont quand même des gens qui viennent du même territoire. Ce qui est important parce que c'est important sur le plan médical, parce que c'est des gens qui viennent, ils ont leur médecin. C'est un domicile, hein, donc, mais ils ont, vous voyez, comme ils ont vécu dans le territoire, ils ont des liens médicaux déjà. Donc c'est important ça. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres succès comme ça à l'étranger qui ont montré, on pense au co-housing anglais dont vous parlez aussi, qui sont sur ce principe-là ou un petit peu différents? Alors oui, je sais qu'il y a d'autres... à vrai dire, je ne suis pas très compétente sur ce qui se passe à l'étranger. Je sais qu'il y a d'autres choses qui ressemblent, oui. C'est vrai. Mais en France, je sais que cette histoire d'être solidaire dans la vulnérabilité, la fragilité, je l'ai rarement entendue. Hein. Non, c'est sûr. D'ailleurs, ils les appellent des personnes extraordinaires. Oui. Alors moi, j'aime bien ce terme. Oui, c'est vrai. Extraordinaire. Il ne veut pas parler de personnes en situation de fragilité ou même de handicap. Il dit des personnes extraordinaires. Oui, ça lui appartient, effectivement. C'est joli comme mot. Oui, c'est vrai. Quand on va dans un habitat comme ça, un béguinage solidaire, se pose la question forcément de la spiritualité. Et puis vous, c'est aussi un de vos sujets. Qu'est-ce qu'on va mettre en commun à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer? C'était le cas des béguinages, vous le disiez au début, ça se passait autour de la spiritualité. À une époque où la spiritualité a un peu plus déserté la cité, comment est-ce qu'elle revient autour de ces béguinages? Alors, c'est un sujet dont il parle. Oui, et par exemple, j'ai assisté à une réunion des futurs habitants du béguinage d'Arles, qui ont abordé cette question, parce qu'un certain nombre parmi eux sont catholiques, et puis d'autres n'ont rien, n'ont aucune religion. Et ce que j'ai constaté, c'est cette acceptation de la différence et cette vision d'une spiritualité beaucoup plus large qui dépasse la religion. Hein. Donc ça, c'est très important, je crois, hein, que chacun puisse, je dirais, avoir ses rites, avoir ses croyances, et que même des personnes qui n'en ont aucune ne soient considérées comme des personnes qui ont une spiritualité, parce que nous en avons tous. Hein. Nous avons des valeurs, hein, et je crois que on n'est pas obligé je dirais, d'adhérer à une tradition religieuse pour avoir une spiritualité. Et alors, une activité, par exemple, qui pourrait être commune, c'est de méditer. Puisque on sait maintenant qu'avec la méditation de la pleine conscience, mindfulness, qui permet à chacun, au fond, de partager un moment de silence, un moment dans lequel on est en contact avec son souffle, eh bien, ce partage-là est un partage spirituel. C'est une façon de se recueillir, finalement, absolument, ensemble. Oui. Et puis, il y a d'autres aussi. Je pense que la contemplation, d'aller regarder un coucher de soleil ensemble, c'est aussi une activité spirituelle. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce béguinage qui leur permet de faire des choses ensemble? Est-ce qu'il y a une notion de transmission aussi? Alors, ils font des choses ensemble. Par exemple, ils ont commencé un jardin nourricier, original aussi, qui est ouvert sur l'extérieur aussi, sur la ville. Hein, des jeunes aussi, par exemple un atelier de bricolage où les hommes de ce béguinage peuvent enseigner des plus jeunes, hein, des techniques de bricolage. Donc, il y a un souci, effectivement, de partager avec d'autres un savoir. Et donc ça, c'est important. Il y a un joli rituel qui a été mis en place à Arles, qui était aussi de faire du pain ensemble. C'est chouette, ça. Oui, ça, c'est une
Et c'est pas mal du tout parce que ça a été proposé. Alors c'est un peu étrange, mais ça a été proposé et tout le monde a été très content parce que mettre la main à la pâte ensemble, ça crée un lien. Hein. Donc il y a des idées comme ça, puis il y en aura d'autres, hein, vous savez. Ce qui est important, c'est que de garder aussi cette stimulation spirituelle, intellectuelle et physique. Oui, c'est très important. Et puis c'est aussi parce que quand il y a aussi un partage culturel, et puis on peut se passer des livres, on peut justement voir un film ensemble. Je pense qu'il y a d'autres choses qui seront mises en place parce que ces personnes sont très curieuses. C'est ça, c'est aussi qui m'a intéressée. Elles sont curieuses, elles ont envie d'apprendre encore. Or, on sait très bien qu'on ne cesse pas d'apprendre avec l'âge. Oui. Vous parlez de personnes qui commencent une nouvelle langue à 90, 95 ans. Oui. Et pourquoi pas ? Absolument, pourquoi pas. Oui. Et je pense que c'est cette curiosité-là, curiosité d'esprit, envie d'apprendre, qui fait que les personnes restent tout à fait toniques et vivantes. Vous-même, est-ce que vous avez envisagé avec des amis comme ça d'aller un jour peut-être dans un béguinage ? Alors j'ai raconté dans ce livre qu'il y a très longtemps, alors que j'ai une maison à l'Île-Dieu, que j'ai beaucoup d'amis qui ont une maison à l'Île-Dieu, j'avais lancé l'idée qu'on pouvait créer un béguinage, mais en restant chacun dans nos maisons, mais c'est-à-dire en faisant finalement communauté. Un peu comme au Japon, oui. Où vous savez que dans les immeubles ou dans les villages, les centenaires font communauté. Ils restent chez eux, mais ils se réunissent très souvent pour vivre des choses ensemble. Et leur solidarité va même jusqu'à une solidarité financière. C'est assez intéressant. Donc, il y a eu un documentaire d'ailleurs sur Netflix, là, je crois, récemment. Oui. Donc j'avais eu cette idée, effectivement. Je me souviens, je l'avais lancée. Et puis évidemment, après, j'ai vu que des béguinages commençaient à se créer. Que, là, ce projet de Tristan Robé, je me suis dit, mais au fond, oui, c'est... Alors, on me pose quelquefois la question de savoir si j'envisagerais d'entrer dans un béguinage comme ça. Eh bien, ce n'est pas exclu. Je ne sais pas encore, mais j'en parle avec des amis du même âge que moi, qui ne sont pas contre non plus. Donc c'est une idée qui, on vit avec. Hein, je pense qu'effectivement, c'est des choses qui ne font peut-être pas décider trop tard non plus, mais... Ça chemine. Ça chemine, voilà. Ouais, très bien, ça chemine sur une île. Puisque là, à l'Île-Dieu, en plus l'Île-Dieu qui est quand même un peu loin du continent. Oui. On peut y arriver par bateau ou par hélicoptère. Oui, d'ailleurs, j'ai souffert, moi, pendant le confinement, de ne pas pouvoir y aller, effectivement. Ouais. Je me suis rendu compte que c'était une île, effectivement. Oui, c'est ça, exactement. Quand on est là-bas, on se sent quand même... On ne pouvait pas y aller à la nage. Oui, tout à fait. Enfin, on pourrait, mais c'est très loin. Autre sujet, quand on parle du béguinage, on a parlé un petit peu de la terre, vous avez parlé du pain. C'est vrai qu'être autour du jardin, du côté nourricier, c'est important, même symboliquement, de faire pousser des choses, de se nourrir. Ça entretient évidemment, on sait, le jardinage, la bonne santé, mais aussi cet aspect symbolique de l'autonomie autour de l'alimentation. Oui, de l'autonomie, et puis effectivement, de voir pousser, c'est vrai, puis de créer, parce que c'est une création, un jardin. Hein, bien sûr. Et puis, ça aboutit aussi à une autre création qui est la cuisine. Parce que la cuisine est très importante dans ces béguinages. L'idée de faire un repas ensemble, de mettre les recettes en commun. Je sais que, par exemple, à Valognes, je crois qu'ils ont décidé de faire un repas ensemble une fois par semaine. Donc là aussi, c'est intéressant parce que on commande pas chez un traiteur. Hein. Chacun fait un plat. Donc il y a une façon c'est créatif. Hein. Dans les témoignages, dans les vécus des personnes, qu'est-ce qui ressort vraiment de cette nouvelle vie ? Est-ce qu'il y en a qui se trouvent presque même une seconde jeunesse comme ça, de vivre avec de nouveaux amis ? Je crois. Oui. Tristan m'a dit qu'il y avait vraiment des réactions, vraiment des témoignages très, très touchants de ce qu'ils vivent. Je pense que c'est un peu au début de l'expérience, hein, mais les personnes, oui, elles sont
Elles sont très heureuses de ce qu'elles découvrent. Une nouvelle jeunesse, c'est vrai. Il y a quelque chose, en tout cas, dans la joie de vivre, hein, qui fait qu'on se sent plus jeune. Oui. On retrouve comme ça des copains, peut-être un peu l'esprit de la fête. Quand on partage, qu'on cuisine ensemble, on peut se remettre aussi de la musique, des choses qu'on a écoutées à une époque, etc. Oui, danser. Danser. Oui. Ça donne envie, en fait. Hein. C'est chouette. On devrait inventer des béguinages solidaires pour tous les âges, finalement. Peut-être. C'est peut-être ce qui se crée avec des étudiants, hein, aussi. Les étudiants font ça très naturellement, oui, tout à fait. Oui. Mais... en tout cas, on voit bien que c'est tout autre chose que cette désolation que l'on observe dans les EHPAD. Non, mais ça, c'est sûr. Parce que même s'il y a beaucoup d'animation dans les EHPAD, c'est ça qui est triste, c'est qu'on voit que les animateurs, les animatrices se donnent beaucoup de mal pour essayer d'animer. Mais c'est très dur, c'est très lourd. On sent que les gens n'entrent pas vraiment dans le projet, tout simplement parce que peut-être c'est un peu tard aussi, puis parce qu'ils ne se connaissent pas aussi. C'est ça, ils n'ont pas fait connaissance. Ensuite, souvent, ce qui se dit aussi dans les EHPAD ou dans ce qu'on appelait les maisons de retraite avant, qui était plus joli aussi que peut-être comme nom, c'est de dire que effectivement, quand on arrive, il y a des personnes qui sont qui ont plus ou moins toute leur tête. Donc quelqu'un qui arrive, qui est encore bien intellectuellement, etc., puis qui n'a pas d'interlocuteur, ça peut être compliqué. Alors que là, s'il y a une mixité dès le départ, et puis qu'ils se connaissent déjà bien, ils savent ceux qui vont être plus fragiles, plus rapidement, etc., peut-être. Mais ils sont tous autonomes au départ. Ils sont autonomes au départ. Ils sont tous autonomes au départ, et donc ça leur permet d'échanger, justement, de consolider ce lien, cette solidarité. Et ensuite, bien sûr, on ne maîtrise pas la vie, on ne sait pas, peut-être que certains vont vraiment se fragiliser plus, peut-être qu'un ou deux peuvent perdre la tête aussi. Bien sûr, ce n'est pas exclu, mais une fois que le lien aura été là, les autres sont solidaires, et puis je vais vous dire ce qu'ils disent, c'est qu'ils se sentent utiles. Aussi. C'est important aussi de pouvoir aider les autres. Ça fait partie de l'estime de soi, de se dire je suis encore utile. C'est essentiel même, je crois, de se sentir utile. Par contre, ça ne correspond pas à des personnes qui nous entendraient, qui ont des parents qui sont déjà en perte d'autonomie, ne pourraient pas. Non. Ça fonctionne en fait si toute la société fait ça en aval. Oui. On est d'accord. Oui. On est bien d'accord là-dessus, oui. Alors, vous avez aussi beaucoup œuvré pour faire avancer notre société sur le sujet de la fin de vie, et vous alertez sur le fait que légiférer sur l'euthanasie ou le suicide assisté n'est pas pour vous la bonne solution. Vous parlez que parfois une simple parole peut le faire, des paroles d'amour, une permission de mourir, un dernier au revoir. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur ce sujet qui est toujours brûlant d'actualité. Effectivement. Alors, c'est un sujet qui est abordé aussi dans le béguinage solidaire, ils en parlent, et tous disent qu'ils ne souhaitent pas du tout avoir recours à l'euthanasie, c'est pas du tout leur projet, en tout cas. Ils sont tous, pour eux, mourir dignement, c'est mourir dans son lit, sans souffrir, sans être prolongé, en étant accompagné. Donc c'est quelque chose que notre loi permet, à condition évidemment qu'elle soit appliquée. Donc c'est vrai que ce qui est important, là, c'est vraiment d'avoir des contacts suffisamment tôt avec des équipes compétentes. Parce que le soulagement de la douleur, c'est une vraie spécialité. Il faut faire appel aux gens compétents. Malheureusement, tous les médecins traitants, les médecins ne sont pas formés. Quelquefois, ils ont les bonnes molécules, mais pas au bon dosage. Ce qui fait que je pense que ça, c'est quelque chose on va être très vigilant là-dessus, certainement, pour que si une personne, justement, est malade et puis que sa mort se profile, eh bien, ce serait très important que très tôt, les soins palliatifs soient sollicités pour que la personne puisse mourir chez elle, dans son lit, comme elle le souhaite, accompagnée par les autres et sans souffrir. Donc, dans ce cas-là, il
Il n'y a pas vraiment de désir de recours au suicide assisté ou à l'euthanasie. C'est toute une question de préparation, d'être... Et je vois bien que leur souci n'est pas du tout d'anticiper leur mort. Je pense que ça, c'est un souci souvent de bien portant qui se projette dans une perte d'autonomie en se disant il y a des situations que je ne supporterai pas. Mais quand les personnes le vivent, on se rend compte que ça change, en fait. Mais ça change si on est accompagné et si on ne souffre pas. Là, dans le béguinage solidaire, est-ce qu'ils vont être un peu formés pour accompagner aussi les plus aînés qui vont partir avant les autres, par exemple ? Oui, alors c'est une question qui a été posée, en tout cas. Oui. Est-ce que Tristan Robé m'a dit qu'il y songeait, voir comment est-ce qu'il y a une sensibilisation qui peut être faite, effectivement, dans le béguinage pour que des personnes se sentent à l'aise dans l'accompagnement, oui. Vous parlez de ce travail du trépas, qui est vraiment cette expression qui désigne aussi le livre d'un grand psychanalyste, c'est ça ? C'est une expression de Michel de Musan, dans un article qui s'appelle justement le travail de l'art à la mort, dans un livre qui est De l'art à la mort, et dans lequel il dit que les derniers moments de la vie, il y a souvent une énergie totalement, je dirais, surprenante qui arrive, alors même que la personne est moribonde, et que cette énergie est au service d'une dernière tâche qui est, au fond, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression, c'est comme une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître. Comme s'il s'agissait d'accoucher de soi, par une parole, par un geste, Et donc, c'est pour ça que les derniers moments sont importants. Parce qu'ils sont l'occasion de cela. Mais pour que le travail du trépas se fasse, il faut qu'il y ait un autre qui soit là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au chevet de la personne. On ne le fait pas tout seul. C'est pour ça que, pendant le confinement, tant de personnes sont mortes sans avoir pu faire leur travail du trépas. Parce qu'il n'y avait personne à côté. Bien sûr. Donc là, on a empêché des gens d'aller jusqu'au bout de ce qui, je dirais, de la vie et de pouvoir transmettre quelque chose aux autres. Tant pour celui qui partait que pour la famille qui n'a pas pu accompagner, qui parfois le désirait. Bien sûr, ça a été des deuils épouvantables pour les personnes qui se sont beaucoup culpabilisées aussi, et alors que c'était des décisions parfois tout à fait arbitraires et certainement, en tout cas, qui leur étaient imposées. Et je crois qu'il y a... dans mon livre « L'adieu interdit », j'avais écrit une lettre aux endeuillés en leur disant qu'ils pouvaient toujours faire un rituel, même plusieurs mois après, pour parler à la personne qu'ils n'avaient pas pu accompagner, en mettant une photo, une bougie, une fleur, mais parler à la personne, lui dire ce qu'on aurait aimé lui dire et ce qu'on aurait aimé faire si on avait été là. Et là, ces rituels sont très libérants. On pense évidemment aux actes psychomagiques de Jodorowsky, quand je vous entends dire ça. Absolument. Oui. Et je pense qu'il faut le faire même si c'est longtemps après. Parce que, en fait, quand Delphine Orviller dit qu'après le confinement, les maisons ont été envahies de fantômes, ça veut dire, les fantômes, c'est quoi ? C'est la pensée d'un mort qui vous hante parce qu'on n'a pas pu lui dire au revoir. Bien sûr. Ça pose aussi cette question dont vous parlez dans le livre de l'amour. Alors de l'amour dans le béguinage solidaire et puis au moment aussi du trépas. Dans ces béguinages solidaires, ils se sentent aimés à nouveau. Il y a quelque chose, il y a l'amour qui recircule. Alors ça, Tristan Robé me disait il n'y a pas longtemps qu'effectivement il a des témoignages de personnes qui disent « là je me sens aimée ». Oui. Et des personnes qui sans doute ne se sentaient plus aimées. Là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... Là, j'ai entendu ça, c'était aussi l'objectif de Tristan. C'était pas seulement leur offrir un habitat agréable avec... et puis... mais
la possibilité justement de créer du lien de façon à ce que chacun se sente pas seulement accepté, mais aimé par les autres. Et de ce que j'entends, c'est quelque chose qui effectivement, le béguinage permet ça. On arrive, Marie de Hensel, on s'approche de la fin de cette émission. Pour des personnes qui nous écoutent, soit qui aimeraient peut-être en parler avec leurs parents, soit des personnes justement qui vieillissent et qui se disent « Tiens, comment je peux préparer la suite ?» Quelles personnes, quels conseils vous pourriez leur donner pour s'engager comme ça sereinement sur ce chemin-là? Bon, alors, d'abord, il y a tout un volet qui je dirais, qui est la création du béguinage, et ça, je n'ai pas la main là-dessus. Je veux dire, c'est pas évident. Je pense que c'est tout un combat pour Tristan de créer ces lieux. Hein. Il a eu d'ailleurs des associations avec Terre de Liens pour avoir des terres, etc. Oui. Il se bat vraiment pour que ça se développe. Hein. Donc, j'espère que les pouvoirs publics aussi et que les territoires aussi vont l'aider. Donc ça, c'est à ce niveau-là. Sinon, je pense que c'est quelque chose... Vous savez, je pense que la parole, qu'on se parle de ce que l'on souhaite. Je me souviens que le maire de Versailles, après m'avoir entendu faire une conférence sur la nécessité pour les personnes âgées de se parler. Bruno de Madière, non ? Oui, c'était pas lui, mais son adjoint chargé des personnes âgées qui était là, et il m'avait dit, mais ça, c'est dans les communes, on devrait faire ça. On devrait inventer des temps de parole, des temps d'échange, pour que justement les personnes en vieillissant se parlent sur ce qu'elles souhaitent vivre. Vous voyez, qu'il y ait une culture, en fait, du bien vieillir. Bien sûr, qui peut exister encore, on imagine, chez les peuples premiers. En tout cas, j'ai des personnes qui témoignent de ça dans cette émission, de dire qu'on a encore cette culture-là dans d'autres peuples et qu'on a perdu chez nous, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on est loin, pour toutes les raisons que vous avez évoquées aussi tout à l'heure. Oui. C'est sûr que il y a encore, les pays, le Maghreb, certainement, l'Afrique, le Japon aussi, parce que j'étais étonnée au Japon qui est... Oui, avec les Moyas. Oui, avec les Moai, les communautés de centenaires. Ailleurs, il y a une réflexion, effectivement, qu'on commence à avoir, au fond. Oui, tout à fait. En tout cas, merci infiniment, Marie de Hensel, déjà de pousser cette initiative, d'avoir mis en lumière le béguinage solidaire, et puis qui poursuit comme ça vos réflexions sur l'art de bien vieillir, qu'on avait aussi entamé dans notre émission précédente. Si vous n'avez pas écouté, vous pouvez évidemment la réécouter. Pour ce bel ouvrage, Vieillir solidaire, que vous co-signez avec Tristan Robey, qui est publié chez Lafon Versilio et qui sort tout juste en librairie. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.